Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 14 octobre 2020. Il est 20h03. Je vais passer la parole à notre ami Aviram. Merci, Joël. Avec plaisir. Alors, voilà, vous voyez et m'entendez bien? Oui, pour moi c'est bon. Cool. Oui, très bien. Super. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur le Knowledge Seeker Workshop numéro 349. Et j'ai donné le titre Tu veux ramper ou voler parce que M. Kesh, selon moi, le thème central dans sa présentation jeudi passé était les différentes façons de voyager dans l'espace et il s'est penché surtout dans la version, on pourrait appeler hybride, qui n'est pas tout à fait âme et qui n'est pas mécanique, c'est-à-dire seulement sur le niveau matériel non plus, pour ça hybride entre GANs, niveau fondamental et niveau matériel, c'est-à-dire sur le niveau de transition dans les termes de la science du plasma. Au début, j'ai mis une citation de M. Kesh de jeudi passé où il disait « Vous êtes tous libres. Vous pouvez enseigner librement. Vous pouvez apprendre librement et investir librement dans notre avenir de la planète et au-delà. » Je trouve cette citation est très importante et très appropriée à l'époque dans laquelle nous vivons, parce que j'ai vu il y a un certain dérangement par rapport à M. Kesh ou une insatisfaction que je comprends bien, que des fois je partage aussi. Je n'en parle pas parce que la raison, je vais la donner là. Je crois qu'il est important de comprendre où vit M. Kesh. Une fois, il était demandé d'où il vient et il a dit, je viens de la place où nous tous voudrions aller, c'est-à-dire l'âme, ou le Créateur, ce qui est au fin compte identique. Et il me semble, il vit déjà sur ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus parler du mental, du matériel, mais ça veut dire que sa perception est, peut être pas mal différente de la nôtre. Et ce que M. Kesh, ou beaucoup d'entre nous s'accrochent un peu, c'est que il dit des choses comme on va montrer ça dans 3 semaines ou tous les gouvernements écoutent les Knowledge Seeker Workshop dans l'arrière-plan et ils ont tous informé et cette nouvelle technologie, l'humanité ne va pas avoir le choix que de l'accepter parce qu'elle est là et enseignée. Toutes ces choses, ça m'a rappelé, après on attend 3 semaines, comme il a dit, je me rappelle par exemple pour tous ceux qui produisent des outils de plasma pour les vendre aussi, comme moi. C'était au début de l'année 2020 ou même avant Noël, il a fait pas mal un paquet avec « Ah, on va faire une plateforme comme Amazon, mais pour les produits de cash qui va être international et où tout le monde peut vendre et finalement, vous allez tous être confortables à vivre de votre production. » Depuis ce moment, on attend et il n'y a rien qui se passe de cette façon-là. Et même, je dois dire que je reçois, comme il y a 2 semaines ou une semaine, j'ai reçu un message d'une personne qui a
récemment commandé une One Cup, One Life 1 et 2 de la fondation. Elle est arrivée sans... Non, c'était pas ça. Il a acheté un environmental balancer, comme un équilibreur de l'environnement. C'est le réacteur rotatif qui est propulsé par une éolienne. Ils ont envoyé tous les morceaux pour l'assembler, mais ils n'ont pas mis de manuel comment faire. Et je ne pouvais pas l'aider non plus, le pauvre mec, ou moi, pauvre mec, parce que en voyant les pièces, je ne peux pas dire que ça va comme ci ou comme ça pour l'assembler. Et tout ça, ça me rappelle quand j'étais à Pune avec Osho. À un moment donné, il a comme déménagé un peu et sa ancienne chambre à coucher, qui était une salle, ça s'appelait à cette époque Samadhi. Il a dit, j'aimerais qu'on fasse on refasse cette pièce toute nouvelle et on en crée une salle de groupe pour des groupes de méditation un peu spécial. Et ils ont arraché, et je voudrais que vous enlevez tout le plancher et les murs étaient en marbre rose, de enlever ça, de couper en morceaux et de distribuer ça à des fidèles parce que le marbre, comme des cristaux, contient beaucoup l'énergie d'un être qui est un mental plus structuré que notre mental. Donc, ça peut nous aider à méditer, par exemple. Donc, toute sa secrétaire, son bras droit et tout le monde ont entendu ça et passé la journée, passé la nuit. Le lendemain, Anando, sa secrétaire, vient pour l'audience de tous les jours, le matin à 10 heures. Et lui, il dit, Anando, where's my new samadhi? Anando, où est mon nouveau samadhi? Et là, elle a expliqué, my beloved master, mon maître bien-aimé, vous avez juste dit ça hier après-midi. On ne peut pas faire tout un chantier de construction pendant la nuit et seulement une nuit. Ça prend un peu plus de patience. Et là, il riait. Et ça voulait me dire, il n'est pas Alzheimer, il n'a pas oublié qu'il a dit ça hier, mais il vit sur le niveau où tout ce qu'il veut se fait tout de suite. La matérialisation est immédiate, mais sur le plan plasmique. Ça laisse toute la liberté de la Fondation Kirsch, dans notre cas aujourd'hui, de faire un Amazon. Les Chinois étaient supposés de travailler sur ça. On n'a pas de nouvelles comment c'est arrivé et plein d'autres choses que M. Kirsch annonce. Et les gens qui travaillent dans la Fondation n'arrivent, pour des raisons très faciles à comprendre, n'arrive pas à faire ça rapidement. Et vu qu'il a beaucoup d'idées, M. Kirsch, qu'il énonce comme ça, et il le dit toujours comme si c'est déjà là. Alors là, dans cette situation, on peut adopter deux positionnements. Un, on insiste sur le plan matériel et on dit, il a dit ça, les gens ne le font pas, je suis déçu. Je ne peux pas vendre une technologie qui est tellement mauvaisement appuyée matériellement. Ça, c'est une façon qui est légale, admettons. L'autre façon, c'est de le prendre, oh, il est déjà sur le niveau où moi, je veux me rendre. Donc, le plan matériel ne l'intéresse pas plus que ça. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour lui, c'est le plan plasmique ou le plan fondamental, comme on peut l'appeler. La même chose s'applique pour Jésus quand il est pour Bouddha, pour Eckhart Tolle, pour
comment les Français, je ne me rappelle pas son nom, Francis Lucille et autres illuminés, ils vivent sur le niveau fondamental où nous, on veut se rendre. Donc, on peut aussi prendre ces énoncés et ces événements dans ce sens-là que, oh, je vois, il est là. Et ça juste me rappelle que je veux me rendre là. Donc, je mets moins d'importance sur le plan matériel. Parce que quand on fait un souhait, il est déjà exaucé sur le plan plasmique, sur le plan fondamental, tout de suite. Et ça prend du temps pour qu'il se réalise sur le plan matériel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre décision. Vous savez très bien comme moi que nos souhaits ont deux limites, admettons, par défaut. Une, on ne peut pas empiéter sur la liberté de volonté des autres humains, nature, la terre, l'univers, le créateur, tout ça. Donc, si notre vœu n'est pas aligné tout à fait avec les vœux de tout le monde, ça prend plus de temps. En plus, le créateur et toute la création, c'est hyper complexe et ça, nous n'avons pas le mental pour le moment pour voir même dans quel positionnement je me mets quand j'énonce ce vœu-là. Hein? Parce qu'on ne le sait pas, on n'a pas la capacité mentale de même sentir ça. Et ça, c'est le deuxième grand thème que je veux aborder aujourd'hui plus tard, comment on peut se rapprocher à la vision ou à la perception du Créateur pour être capable de voir tout de suite au moins ces types de souhaits peuvent se réaliser très rapidement, voire tout de suite, et il y a d'autres qui sont dans un contexte plus délicat où ça ne va pas se matérialiser tout de suite parce que l'univers ou le créateur n'ont pas l'avis que c'est absolument le meilleur moment pour matérialiser ça, bien que Aviram ou Joël ou Franck ou Sylviane ou Catherine ou Daniel voudraient ça beaucoup maintenant. Là, un mot de Byron Katie qui dit habituellement, la vie ne demande pas notre consentement pour faire des choses. Voilà. Donc, on commence avec les bonnes, oh non, on poursuit avec d'autres bonnes nouvelles. Jeudi passé, M. Kesh a c'était pas M. Kesh, mais c'était peut-être pas jeudi, c'était le One Nation, One World, peut-être. En tout cas, un des canaux publics où il y avait une recette comment remplir le réacteur que vous voyez sur l'image. Ça, c'est le Environmental Balancer, l'équilibreur environnemental. Il s'installe dehors. Et vous voyez en haut, les jaunes, c'est une éolienne qui tourne le réacteur blanche en bas. On peut remplir ce réacteur de différentes choses. Ce réacteur était rempli pour propager la paix et pour propager notre gratitude à la nature, mère nature. Donc, elle est remplie avec les acides aminés de coupe de l'âme de l'homme, de la coupe de terre. Vous rappelez, c'est la coupe avec les 5 parties. Et le numéro 1, la coupe numéro 1, c'est ça, l'âme. Et de là, ils ont pris les acides aminés. Ensuite, ils ont pris l'acide aminé de la coupe de la terre pour les plantes.
et ils ont pris aussi les acides aminés dans ce cas-là, la coupe numéro 3 qui contient l'âme. Ensuite, il est rajouté le plasma liquide EGANS CO2, zinc oxyde et CH3. Donc, là, vous pouvez copier ça et vous pouvez, ou nous pouvons également trouver un mélange qui nous fait plus de sens ou qui est par notre intuition qui veut se faire plutôt comme ci ou comme ça. Moi, je ne mettrais pas de CH3 personnellement. Voilà, je mettrais beaucoup de zinc oxyde, par exemple. J'aime beaucoup le zinc oxyde et je trouve aussi encore très pertinent de nourrir notre environnement sur le plan émotionnel parce que souvent, ça manque dans ce domaine-là. Ensuite, par rapport à l'unité d'amélioration universelle, la Fondation Kesh a annoncé un nouveau programme qui s'appelle Une ville, un système. Ça veut dire la Fondation Kesh a dessiné un programme où ils vont aider l'achat et l'installation de 100, des paquets, des groupes de 100 unités pour des villes où les gens démarrent un projet comme ça. C'est-à-dire, ça ne commence pas par la fondation. La fondation, elle juste facilite le processus. Ça prend initialement que nous nous organisons dans des groupes locaux qui doivent contenir membres de la profession médicale, idéalement un médecin, qui est idéalement aussi ouvert à la technologie du plasma. Et ça prend un nombre d'autres personnes qui investissent de l'argent. Vous savez tous combien ça coûte une unité d'amélioration universelle. Et dans le contexte, M. Kesh a dit, je vais mettre pour chaque contribution privée de quelqu'un dans notre ou votre groupe, je vais mettre au moins le même montant. Il a déjà promis de mettre 1 milliard d'euros dans ce canal-là pour faciliter que les unités d'amélioration universelle se répandent facilement et rapidement sur la planète. Vous savez tous pourquoi. On a déjà parlé de ça, que quand chaque unité qui s'installe à quelque part, elle est non seulement liée par elle-même, par soi-disant sa technologie, à toutes les autres existantes sur la planète, en créant un réseau comme ça, mais les unités, c'est aussi les gens qui travaillent autour de cette unité-là vont aussi être plus liés avec les autres groupes dans le monde qui en possèdent une. Dans cette optique, ce n'est pas juste une unité qui est vendue, c'est une entreprise qui est vendue au même temps. Ça peut être comme une coop où chaque membre qui investit et fait partie de cette corporation-là qui prend soin qu'elle fonctionne bien et qu'il y a des clients qui peuvent y aller, faire la publicité et tout ça pour que ça roule. Et quand ça roule, il y a des revenus et avec les revenus, ça peut faire partie des revenus que tous les membres vont retenir de cette entreprise-là. Il a réitéré, M. Kesh, qu'il n'a pas envie que ça soit gratuit. Il ne veut pas installer juste à ses frais des unités dans des villes
où les gens ont besoin, admettons, parce qu'il dit quand les personnes ne sont pas engagées financièrement, c'est encore comme ça qu'ils ne s'investissent pas. Donc, il a dit, au contraire, si on demande un investissement, les gens vont d'abord investir de l'argent et avec cet investissement, ils vont s'approprier la technologie mieux et ils vont aussi s'investir eux-mêmes plus facilement et leur intention, attention et amour. Et c'est ça le plus important. Donc, le programme Une ville, un système, c'est comme une structure économique temporaire ou intérim jusque nous avons assez structuré notre mental qu'on n'a pas besoin d'être lié ou de nous engager par un investissement matériel. À ce moment-là, l'investissement de par notre âme va être complètement suffisant. On est sur ce chemin-là. Ensuite, le plus grand thème de jeudi passé, c'était la façon hybride comment voyager dans l'espace. On sait déjà que la façon entièrement matérielle est beaucoup trop limitée, c'est-à-dire on doit apporter l'eau, la bouffe, les médicaments, toutes les choses d'urgence dans une fusée, plus les astronautes, plus de l'air, plus de l'eau, plus blablabla. Bla, 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 bla. Et tout ça, ça donne beaucoup de volume et avec des fusées comme ça, matérielles, on n'a pas réussi à aller beaucoup plus loin que la Lune, par exemple. Avec les astronautes, je veux dire, comme le vaisseau spatial qui est en orbite. Là, il y avait quelques événements comme ça, mais on n'est pas allé à Mercure ou Vénus ou Mars, par exemple, parce que c'était trop loin. Et vous imaginez, je crois, déjà un avion Boeing 737, là, comme les Airbus ou 47, ils utilisent juste pour démarrer le gaz d'une coccinelle qui roule toute l'année. Alors, vous imaginez qu'est-ce que ça donne comme, qu'est-ce que ça bouffe comme ressource économique juste d'envoyer la fusée. Après, la pollution attachée à ça, je ne veux même pas savoir qu'est-ce que c'est. Mais on va parler de la façon hybride et pour la mieux comprendre, elle est en fait hybride, ça veut dire qu'elle est encore très liée dans ses fondements à la façon qu'on bouge sur la Terre actuellement. J'ai pris l'exemple de Google Maps. Si je veux aller de Paris à Linz, ça nous donne 1116 km et ça prend 10 heures et 3 minutes exactement. 10 heures à 20 minutes. Non, 10 heures à 3 minutes plus 9 heures et 40 minutes. Donc, ça prend énormément de temps. Mais c'est important si on va, les gens qui vont avec voiture, là, ils vont utiliser un GPS. Donc, avec un GPS, ça fonctionne comme ça. C'est un satellite qui coordonne le trajet et il prend le point de départ qui est Paris avec ses coordonnées de latitude et longitude que vous voyez sur l'image. Et il a aussi à Linz les mêmes coordonnées. Donc, dans la latitude, ça ne bouge pas beaucoup. Ça bouge beaucoup plus dans la longitude. C'est aussi visible sur la carte. Après,
le GPS est programmé avec tout le réseau routier. Donc, pour ça, il peut vous dire, vous allez de Paris à, je ne sais pas c'est quoi cette ville-là, après vous allez peut-être par Saarbrücken, après Würzburg, après vous passez à côté de Munich et à côté de Nuremberg pour vous rendre en Autriche et à Linz. Et là, vous êtes rendu sur la même longitude, par exemple, presque que Prague, en Tchécoslovaquie. Donc, c'est pas mal loin. Et là, donc ça fonctionne comme ça. Et donc, ça prend un point à la fois. Vous allez, comme le GPS va vous dire, à Paris, roulez, prenez l'autoroute numéro tel et roulez pour tant de kilomètres. Et après, il y a une autre autoroute qui continue le trajet. Ça, on connaît. Ensuite, pour le déplacement, on utilise ici on utilise un train, un bus ou une voiture ou une moto ou on va en bicyclette ou à pied. Pour les coordonnées, c'est peu important. C'est juste que le temps est plus lent, l'investissement plus ou moins grand. Le moins cher, de toute évidence, c'est marcher à pied et c'est le plus lent. Peut-être que ce n'est pas le moins cher parce qu'il faut dormir en cours de route et en automne, on ne peut pas dormir dehors. Donc, ça prend des hôtels et voilà, on est plus cher. Pour le voyagement par le GANS, je dirais, avec le GANS, il faut comprendre comment la matière se bouge dans l'espace. Vous savez très bien, si on prend par exemple la lumière, elle peut apparaître comme particule, c'est-à-dire plan matériel, ou onde, plan énergétique, et toutes les autres particules pareilles. Donc, si une particule avance dans l'espace, bouge dans l'espace avec une vitesse, admettons, de 10 mètres par seconde, chaque particule a dans son centre le plasma. Et le plasma émet un rayon magnétique qui, lui, il bouge 10 à 100 fois plus vite que la particule. Donc, c'est comme sur le plan fondamental, sur le plan du plasma, le plasma de la particule est toujours en avant. Et le plasma, la partie matérielle, essaye par la suite de l'attraper toujours. Comme ça, il y a déjà par la loi naturelle un décalage de manifestation, par exemple, ou de mouvement. Donc, tout l'univers, ça c'est la raison pourquoi l'univers est en expansion, parce que toutes les particules ont une magnétosphère et quand une particule, avec son côté plasmique, son rayon magnétique, entre en interaction avec une magnétosphère d'une autre particule sur son trajet, l'interaction entre les deux champs magnétiques vont les accélérer un et l'autre. Et ça fait qu'ils bougent, chaque rencontre les fait bouger plus vite. Et ça, c'est la raison, selon M. Kesh, pour le phénomène que l'univers est en expansion. Ce n'est pas un Dieu ou le Créateur qui a décidé ça, c'est la nature, pas la nature des choses comme ça.
La même logique s'applique à la création des matériaux, par exemple. Donc, parce qu'on a dans le noyau de toutes les particules, on a le plasma qui émet des rayons magnétiques. Quand il rencontre d'autres plasmas ou d'autres particules, deux choses arrivent. Ils vont s'accélérer, ça veut dire qu'ils vont gagner plus d'énergie magnétique, de un. De l'autre côté, ils vont se ralentir par la friction avec les composants matériels, c'est-à-dire la gravitation et l'inertie de toutes les particules qui vont entrer en interaction. Et ça fait que, comme il a dit, c'est comme une germe de matérialisation qui s'est créée. Donc, ça fait la composante gravitationnelle devient plus importante et ça va faire que d'autres champs magnétiques d'autres entités autour vont nourrir cette germe de matérialisation. Elle devient plus gravitationnelle, elle devient plus lente et à un moment donné, quand elle arrive à l'équation de Heisenberg, elle va atteindre un niveau de lenteur ou de faiblesse assez pour collapser en matière. C'est comme ça, vous voyez que la manifestation est déjà, si on veut programmer, et fait et complété sur le niveau du plasma. C'est juste, il y a un décalage naturel entre la manifestation matérielle et cette interaction sur le niveau plasmique. Ça peut être minuscule dépendamment de la taille et de la complexité de l'interaction. Et ça peut être, par exemple, si on parle juste d'électrons, neutrons, protons, ça va être minuscule. Ça va être dans la rangée comme notre chiffre fameux de 17 fois par seconde. Ça peut se faire. Mais si on regarde, par exemple, une planète, la naissance d'une planète, la naissance d'une lune ou d'une galaxie, les dimensions du temps vont être à l'équivalent beaucoup plus important. Donc là, on a compris comment on utilise la propulsion. La propulsion va se faire dans la création des plus grands champs magnétiques qui vont faire qu'on peut se déplacer. Ensuite, ça c'est comme la voiture qui vole finalement. On peut garder une coquille matérielle avec une chaise pour le pilote et des lits pour les passagers, avec un grand écran pour les films. Non, on va voir la Lune très proche et tout ça, c'est beaucoup mieux qu'un film, non? Alors, une fois on a compris comment la propulsion se fait par des champs magnétiques, on a maintenant besoin de comprendre comment je me rends d'un point à l'autre point. Et ça se fait, comme vous voyez sur l'image, on prend l'exemple, on veut partir de la Terre vers la planète Vénus, qui est plus proche du Soleil, qui est beaucoup plus chaude et qui est pas trop loin quand même. Alors, à ce moment-là, on va utiliser un champ, on va créer un champ maggraphe qui nous amène, qui contient les coordonnées du champ maggraphe de Vénus. Et là, quelqu'un a demandé, oui, ça je vais vous dire après. Alors, ce champ maggraphe magnétique gravitationnel va nous amener
à la planète Vénus. Ensuite, on a aussi des coordonnées d'inertie. Ça fait la croix que j'ai mis, croix rouge sur la Vénus. Sur la Vénus, c'est ça où on veut atterrir ou avénusir. Donc, jusqu'à date, jusqu'à maintenant, c'est le champ maghraphe, les coordonnées ou la force du champ maghraphe. Chaque élément dans l'univers a une autre force maghraphe. Et cette force maghraphe, on peut la programmer dans le vaisseau et le vaisseau va nous amener à cette coordonnée-là. Ensuite, l'inertie, le champ maghraphe, il est complètement pareil sur toute la planète, soit la Lune, soit Vénus, soit planète Zeus, le Soleil ou notre Terre. Et ça peut aussi être plus grand, comme le champ maghraphe, il y a des coordonnées de notre système solaire, un champ maghraphe particulier. La galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire a aussi son propre champ gravitationnel magnétique. Ensuite, notre univers dans lequel se trouve notre galaxie, notre système solaire et la Vénus et la Terre, cet univers-là a aussi un champ gravitationnel magnétique spécifique. De cette manière, quand on connaît ces champs-là, on peut se diriger vers ces champs-là pour y arriver. Et ça va toujours comme on va cibler d'abord le plus grand, c'est-à-dire notre univers, après notre galaxie, après notre système solaire, après notre Vénus. Mettons, ça va comme ça. Une fois on est en orbite ou proche de la Vénus, on utilise les coordonnées de l'inertie d'un Viram, on ne t'entend plus là. Après les coordonnées de l'inertie, tout a disparu. Vous voyez? Oui, oui, tout va bien. Ok, là je vais current slide. Voilà. Donc, on prend les tic-tac, on prend le champ maghraphe pour se rendre à la destination en termes de planète. Et après, les coordonnées d'inertie nous disent sur quel endroit par rapport à la planète on veut se diriger. Ça peut être sur la surface directement, comme atterrir sur la surface de Vénus, où est la croix, par exemple. Ça peut être aussi sous la surface et ça peut être par-dessus la surface. Si on ne connaît pas les conditions de vie sur la surface, c'est peut-être sage de rester d'abord dans une orbite de je ne sais pas quoi pour comprendre avec une autre technologie les conditions qui sont là. Et à ce moment-là, il faut se protéger et aller là ou ne pas aller là, tout dépendamment. Voilà. Un knowledge seeker a demandé à M. Kesh est-ce que les instruments aujourd'hui qui peuvent nous aider à déterminer les coordonnées des étoiles, des planètes et tout ça? Il a dit partially yes. Ça veut dire partiellement oui. Et il n'a pas élaboré plus. Donc, pour le moment, si on arrive à faire cette propulsion magnétique, on devrait aller par vue. Donc, il faudrait aller à la Lune peut-être avant et après, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas vraiment expérience en voyageant dans l'espace. Est-ce que depuis la Lune, on voit
la Vénus ou le Mercure, je ne sais pas. Parce que il y a aussi un autre truc qui fait, quand on quitte la magnétosphère de la Terre, c'est fort probable qu'on ne voit plus rien. Tout est noir. Pourquoi? Parce que ça prend drôlement un champ magnétique gravitationnel pour rendre la lumière visible. Deuxième chose, M. Schauberger, il a dit que ça prend même de l'eau. Si vous bougez au-delà de l'atmosphère qui contient, même si c'est minimal, quantité de l'eau, vous verrez plus rien, vous verrez même plus le soleil. Et ça corrobore avec la chaleur. On dit toujours le soleil me chauffe. Et je pense quand je perçois les rayons du soleil sur ma peau, c'est le soleil qui me chauffe directement. C'est très difficile de comprendre ça parce que si vous vous rappelez combien loin le soleil est, et que l'espace entre le Soleil et la Terre n'est pas chauffé du tout. Il a le minimum absolu de l'espace de vacuité de l'univers qui est moins 475 degrés Celsius. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Et M. Kirsch a aussi expliqué qu'on ressent la chaleur du soleil pas directement, mais c'est par contre l'interaction des champs magnétiques du soleil avec l'inertie de notre corps et de notre environnement sur la planète. Et cette interaction crée la perception de la chaleur. Lumière va être pareil. Donc, ça prend cette technologie hybride, elle est un peu dangereuse. C'est un peu comme quelqu'un qui ne sait pas voler, qui n'était jamais dans un avion et il prend un cours sur Internet comment voler avec un petit avion, un moteur. Donc, il peut le démarrer et il s'en va avec. Il ne sait pas comment, est-ce qu'il y a d'autres avions de trajet commercial ou qui sont dans les airs ou militaires en plus. Et l'air devient de plus en plus moins dense, le plus haut qu'on va, le taux d'oxygène diminue graduellement et rapidement et il fait archi froid déjà quand on prend un avion normal qui vole à 11 000 pieds, il fait moins 55 degrés. Si tu n'as pas un bon chauffage dans ta petit avion, je crois que ça a l'air de ça et on ne sait pas utiliser le radar et les autres moyens d'orientation pour l'aviation. Si on ne sait pas, on peut juste se fier à ses yeux et j'aimerais aller par là et je vais attirer là où je suis, j'ai oublié, je ne sais pas exactement. C'est le même continent, mais bon, je ne sais pas, ça a l'air un peu de ça. Donc, c'est risqué, difficile et je crois que ça coûte encore un bras de faire ça parce qu'il faut quand même apporter la bouffe, médicaments, non, médicaments, bouffe comme une trousse de quoi? Ben, si il y a un accident, on ne peut pas amener des choses pour boucher un trou dans le cockpit, par exemple. Si un astéroïde minuscule, grand comme une balle de tennis, frappe la vitre, là, je crois ça. Ou à ce moment-là, peut-être on se rappelle super rapidement que notre corps est un des plus grands vacuums de l'univers, donc on va bien. On verra ça. Qui le fait
qu'il me le dit après et je vais l'inviter pour donner un témoignage live sur ses exploits. En tout cas, moi, je trouve c'est bon de comprendre pourquoi l'univers est en expansion, que ce n'est pas la volonté de Dieu qui fait ça, mais c'est la nature des choses. Ça, j'aime ça. Parce que ça reflète comment notre univers est créé d'une façon hallucinantement bien. Et ça, j'adore. Mais je trouve que c'est encore très encombrant de voler comme ça. Mais peut-être vous aimez ça, donc vous allez suivre les consignes. Si M. Kesh, je crois, il va continuer à enseigner cette façon hybride parce que je ne sais pas si... souvent, j'ai l'impression quand je parle avec mes amis ou que je vois les commentaires et les questions à M. Kesh pendant les émissions et en Facebook, je vois qu'il y a beaucoup plus encore d'engouement pour hybride et matériel et pas beaucoup pour l'âme. Et moi, je vous avoue ouvertement que je suis complètement vendu à voyager avec l'âme au point que je trouve ça intéressant, la version hybride, mais au fond, je ne m'investirai pas. Parce que tout cet voyagement hybride se passe à l'intérieur de l'âme du Créateur. Et nous, quand on a le moment, on accède à notre propre âme, on arrive à la même place. Donc, on va trouver tous ces endroits à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous, on n'a pas besoin pour guérir, par exemple, si on a un rein qui fonctionne mal ou un muscle de la vessie. Admettons, on est un peu incontinent. Et là, on ne sait même pas où est le muscle, mais avec ma visualisation, je peux quand même aller aider la guérison ou le rétablissement à la normale de ce muscle de vessie. Je n'ai pas besoin de savoir où il est. Comme ça, je peux aussi voyager chez ma maman par mon âme et je n'ai pas besoin de savoir exactement longitude, latitude de sa maison à elle. Non, je me manifeste tout simplement sur le sofa non, je vais me manifester devant sa porte à l'extérieur parce que je vais sonner, je ne vais pas la choquer. Je ne vais pas apparaître. Elle est sur une chaise et oups, tout à coup, je suis à côté d'elle et elle va crier, avoir une crise de cardiaque. Je veux éviter ça, donc je vais être civilisé et je vais manifester ou dans le jardin ou devant sa porte d'entrée et je vais sonner comme un bon Avira. Un autre aspect qui est beaucoup plus intéressant que je trouve pour vous n'avez pas besoin, d'ailleurs, je vous dis ça, je me sens libre de m'exprimer, mais ce que je dis, ce n'est pas un évangile ou ce n'est pas une vérité non plus, c'est une vérité, la mienne. Et chacun se fait la sienne. Donc, si je dis je n'ai pas intérêt vraiment à l'hybride, c'est juste l'Aviram qui dit ça pour lui. Ça ne veut rien dire au-delà de Aviram. Bon. Alors, ce que je trouve très intéressant, par contre, c'est le voyage dans le temps. Et là, je n'ai pas compris ça quand il a expliqué ça la première fois dans les Knowledge Seeker Workshop où il nous a expliqué comment on peut rebobiner les modifications génétiques
dans les semences qui sont modifiées par Monsanto, par exemple. Vous vous rappelez? Et dans le même contexte, il nous a montré comment rendre le Roundup, qui est fabriqué par la même compagnie, qui est un herbicide violent, pour le rendre complètement inefficace. J'ai fait tout ça chez moi et j'ai fait 2 bacs avec les mêmes pieds carrés de herbe. Un, j'ai arrosé avec de l'eau du lac et l'autre, j'ai aspergé avant avec le Roundup et après, j'ai arrosé avec la même eau. Donc, la différence entre les 2 bacs était seulement que j'ai utilisé dans un bac le Roundup et dans le deuxième bac, oui, j'ai utilisé aussi le Roundup, mais j'ai sprayé de plasma liquide CO2 aussi. Donc, l'application plasma liquide était la différence. Est-ce que peut-être vous vous rappelez, j'ai déjà parlé de ça, le résultat était très étonnant pour moi. Tous les deux, il n'y avait aucun brin d'arbre qui mourait. Et là, j'ai pas compris. J'ai dit, ben, est-ce que j'ai eu un mauvais Roundup qui fonctionne pas? Et j'ai demandé à mon ami Denis qui travaille avec l'antenne de l'échelle pour m'expliquer comment. Il a mesuré ça. Il a dit, non, ça semble être plutôt que parce que tu as du GANS sur ton terrain, le Roundup est inhibité. Alors, ça ne prend même pas de sprayer ton plasma liquide de CO2 juste parce que je produis du CO2 et le Roundup, aussitôt qu'il se trouve dans le champ magraphe du CO2, qui peut être, selon d'autres chercheurs de connaissances, ça peut être des kilomètres de grand, il devient complètement inactif. Et d'autres ont essayé, ils ont fait des graines, je me rappelle, de citrouille. Ils ont fait la citrouille dans de l'eau. La méthode était, tu prends un bol à double, avec une paroi intérieure. Donc, tu prends essentiellement 2 bols identiques. Tu colles une dans l'autre. Avant de fermer avec la colle, tu remplis plasma liquide avec GANS CuO. Tu fermes avec la colle chaude, comme ça, tu as comme un bol avec une paroi intérieure qui contient le GANS CuO. Et à l'intérieur du bol, de ce bol-là, tu mets du plasma liquide CO2 sans GANS, juste le plasma liquide. Et nous utilisons ça pour conditionner nos légumes. On met des légumes bio comme non bio parce qu'on appelle ça revivificateur de nutriments. Parce que selon le même Denis, ça augmente la puissance énergétique ou la valeur énergétique de l'aliment, même plus haut qu'un aliment bio fraîchement cueilli. On a essayé ça à l'époque avec des poules. On avait des poules. On a pris un œuf du poulailler. On a pris un œuf acheté pas bio. On l'a mis dans le revivificateur de nutriments pour 15 minutes. Après, on a mesuré les deux et le non bio était supérieur au bio. Voilà. Donc, ça fait juste le plasma liquide rebobine. Et ça, c'est, si vous voulez, un voyage dans le temps. Parce que M. Kirsch a expliqué, ils ont fait, je crois que c'était en Chine, des expériences avec le blé. Donc, ils ont mis le blé dans le même setup. Et le truc, c'est le plus longtemps qu'on laisse la graine dans le CO2, le plus il va se rebobiner vers son origine. Donc, si tu le laisses 12 à 24 heures, la graine, elle va être ramenée à son origine.
Et l'origine du blé, c'est une graminée. Donc, ça va pousser différemment. Et il a montré ça. Ça ne faisait plus une seule tige avec un épi de blé en haut. Non, ça faisait 5 tiges avec des tout petits épis de blé sauvage à la fin de chaque tige. Donc, c'est beaucoup moins gros, c'est plus difficile à exploiter donc, parce que toutes les modifications génétiques humaines étaient effacées. Ça compte pas seulement s'ils injectent les gènes du poisson thon ou saumon dans les tomates. C'est pas juste ça. Ça, c'est très moderne. Non, mais c'est aussi toutes les expériences qu'on faisait avant, quand on fait des croisements avec le pollen, c'est-à-dire on utilise les composants naturels pour faire une sélection ou pour diriger l'évolution d'une plante dans une certaine direction voulue. Donc, beaucoup de temps avant, le blé était cultivé dans le sens qu'il a tranquillement oblitéré 4 tiges, il a juste laissé une et elle est devenue plus haute et plus grand, les graines plus grands. Voilà. Et très, 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 très yippie intéressant pour les vaccins. On entend quelquefois que la confusion semée généralement se répand aussi par rapport au vaccin. Il y a un vaccin. Non, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas possibilité de vaccin. Oui, le vaccin va être obligatoire. Entre toutes ces possibilités, le monde, surtout sur Facebook, nage librement et se nourrit d'une soupe complètement confuse. Mais vous savez, au début, il y a peut-être 3 ans, il y avait quelques Knowledge Seeker workshops sur les vaccinations déjà. À l'époque, c'était les multiples vaccins pour les enfants qui contiennent beaucoup de mercure, un effet secondaire de cela était que beaucoup d'enfants sont devenus autistes à cause de cet empoisonnement-là. Donc là, M. Kesh a divulgué une recette pour faire un vaccinex, une substance plasmique, un mélange de GANs essentiellement, qui aide à expulser le mercure et tous les autres effets néfastes des vaccinations, des vaccins. On pourrait prendre ce remède, si on veut, avant la vaccination pour préparer l'organisme de l'enfant, s'il ne peut pas éviter de se faire vacciner, et on peut aussi le prendre après, même longtemps après, pour nettoyer le corps. Par rapport à la vaccine pour le COVID-19, c'est très clair, parce que le vaccin est ciblé sur le COVID, le corona, et la One Cup, One Life est déjà la même signature que le corona. Ça fonctionne aussi comme préventif pour les vaccins. Monsieur Kesh disait dans le contexte, vous pouvez vous laisser pomper des litres de vaccins dans votre corps si votre corps est dans un état où il est comme inoculé avec One Cup, One Life, il ne peut pas résorber les composants actifs du vaccin, donc le vaccin va passer tout droit.
comme vous vous rappelez aussi, pour éliminer des virus de grippe, des radioactivités et autres métaux lourds, je crois, dans une série d'essais dans des hôpitaux au Japon. On a trouvé que le CO2 comme se met autour du poison et le rend de cette façon non assimilable et après ils s'évacuent par les voies naturelles pipi caca de l'organisme. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des vaccins parce que les vaccins sont aussi inefficaces pour nous que le corona comme virus est inefficace pour nous parce qu'on se protège avec One Cup, One Life. Ça, je trouve, c'est une superbe bonne nouvelle parce que nous, on est maintenant au Canada probablement jusqu'au début décembre parce que franchement, j'aime pas. Dans le monde, les pays industrialisés comme États-Unis, je n'étais pas, mais ici, le Canada, et je vais visiter ma maman en Allemagne et Basha veut visiter sa fille à Paris et moi aussi. Donc, ce que je vois déjà ici au Québec est beaucoup moins densément peuplé que la France et l'Allemagne. C'est pas plaisant ici. On sent comme Basha et moi, on est arrivés ici, comme le lendemain déjà, on sent comme une certaine lourdeur dans l'atmosphère, comme si peur et confusion. Et là, on est en quarantaine pour 2 semaines, mais on va quand même acheter des choses à manger. Hein. Et on suit les règles et les gens, le drôle, hein, à Saint-Sauveur, où on était aujourd'hui, magasiné, il y avait ils ont fait une rue centrale où sont tous les magasins sens unique parce qu'ils ont pris la moitié de la rue parce qu'il y a beaucoup de touristes et de vieilles personnes à Saint-Sauveur, pour rendre capable que tous ceux qui vont un côté sur une direction et l'autre côté l'autre direction. Donc, comme dans les magasins, pareil, les allées dans les supermarchés, il y a des flèches au plancher pour dire, vous allez pour éviter qu'on rencontre des personnes. Et je ne savais pas, et je n'ai pas fait beaucoup attention, arrive un couple vers moi et avec son doigt, il fait pour me montrer que je ne suis pas sur la bonne voie, je devrais aller sur ma voie qui allait dans la bonne direction. Tu vois, ça fait que les citoyens mangent ce que le gouvernement dit et ils n'ont même pas besoin de police. Les citoyens le font parce qu'ils internalisent les règles rapidement. Et à San Juan, c'est pas comme ça du tout. Et j'aime plus San Juan, franchement. Donc, on veut retourner si on pourrait. Je croise tous les doigts pour retourner début décembre, aller en Allemagne, en Europe. Et de l'Europe, on retourne à Guatemala. On espère si on entend que le président va refermer les aéroports, ce que je ne crois pas, parce que pour eux, c'est l'argument économique qui compte surtout maintenant. Donc, ils ne vont pas le fermer, je crois, avant Noël. Parce que c'est juste avant Noël où les grandes vagues de tourisme étaient. Mais là, c'est à voir si les Européens et les Américains ont gagné assez d'argent pour être capables de prendre des vacances. Ça,
En tout cas, je vais vous tenir au courant, mais de toute façon, si je donne mes multiplications depuis Canada ou Allemagne ou France ou San Juan, il y a la seule différence, il y a un peu, l'Internet est un peu moins stable à San Juan. Ça, on peut facilement tolérer. Oui. Ensuite, le deuxième thème, on va parler de la façon de voyager juste par l'âme. Comme je vous ai montré, le petit image, vous voyez en bas, le grand image montre la vision 360 degrés d'un ciel, un lac et un bord de lac avec des maisons et de la forêt. Donc, notre thème pour ça, c'est tout le voyage qu'on a vu avant, ça, admettons, de la Terre à Vénus, ça peut se passer à l'intérieur de notre âme. Mais pour ça, faudrait aller voir ça à l'intérieur de notre âme. Ça veut dire il faut avoir accès à notre âme et parce que nous sommes les co-créateurs de tous les univers avec le Créateur, c'est le moment où nous avons accès à notre âme, on découvre, c'est l'âme du Créateur. Je n'ai pas d'âme particulière. Ça va ressembler à ça. Comme si on illumine oui, les maîtres spirituels comme Osho disent, la seule chose que vous allez perdre quand vous illuminez, c'est votre identification à vous-même, c'est tout. Alors après, quand quelqu'un vous dit « Qui es-tu » notre réponse va être beaucoup plus intéressante qu'aujourd'hui où je vais dire mon nom est Aviram, je suis né en Allemagne, j'ai 1,64 m de taille et je pèse 59 kilos, admettons. Et sur ce chemin vers l'âme, notre perception change. Donc, le plus qu'on se rapproche de l'âme, du Créateur, le plus qu'on peut voir avec les yeux du Créateur. Donc, on peut, vous rappelez, on peut toujours voyager ce qu'on voit. Comme maintenant, si je regarde à travers la fenêtre, je peux traverser mon jardin pour aller au lac, par exemple. Alors, au fur et à mesure que nous structurons notre mental, c'est ça. La structuration de notre mental, avec le mental tel quel aujourd'hui, on ne peut pas voir comme le Créateur. Donc, on ne peut pas se déplacer comme le Créateur et on ne peut pas matérialiser comme le Créateur. Néanmoins, c'est notre nature, on l'a juste oublié. Donc, le moment, graduellement, on se rapproche en structurant notre mental. Structurer le mental, ça veut dire, le mental pour le moment, c'est un singe, monkey mind. Il saute d'une chose à l'autre, il veut être diverti toute la journée et il pense qu'il est le chef. Donc, la structuration du mental veut dire on élargit le mental. On donne à ce singe un boulot qu'il a vu avant, mais il a oublié. Et au fur et à mesure que nous structurons notre mental, nous reprenons notre place comme co-créateur à côté du Créateur. À côté du Créateur, c'est façon de parler. On est le Créateur. On va découvrir ça au même moment. Parce que si on est un, il n'y a pas de séparation. On ne peut pas dire
le Créateur et moi. On va parler le Créateur et ça inclut moi, toi, tout le monde. Là, j'ai dans le PDF de ce bulletin-là, la fine pointe, j'ai écrit toutes les méditations qu'on peut faire, les pratiques pour faire ce que je vais expliquer en mots maintenant. Donc, la première phase pour se rendre plus vers le Créateur ou vers notre âme, de ça, M. Kesh parle pas beaucoup, donc il faut trouver, libre que nous sommes dans les enseignements, trouver autres sources qui peuvent nous aider à faire ce chemin-là. Et un bon chemin que j'ai trouvé, c'est Grigory Grabovoy. Donc, cette section-là est tirée de ses enseignements à lui. Toujours mélangé et assaisonné avec les mots et les compréhensions qu'on a reçues de M. Kesh, bien sûr. Donc, pour être capable de voyager dans l'espace avec l'âme purement ou de manifester quoi que ce soit, ça prend un état de contrôle. On devrait être dans un état de contrôle. Maintenant, on est plutôt notre mental dans un état d'être contrôlé. Et de là, tous les gouvernements prennent l'avantage de ça. Nous exploitent par ça parce que notre mental tel quel se prête plus à être contrôlé que de contrôler. Très important de comprendre cette différence et d'accepter accueillir plutôt cette, on pourrait vérité minuscule, admettons. Donc, un état de contrôle de la réalité, on est dans un état de contrôle. On est dans un état, je vais vous parler d'abord de l'état d'être contrôlé. On est principalement avec par la peur et par la confusion. Ça, c'est les deux grandes avenues où les médias et les gouvernements voyagent aujourd'hui sur notre dos. Donc, pour arriver à avoir un état de contrôle de la réalité, nous devrions ne pas avoir peur et de ne pas être confus. Tous les deux conditions peuvent être atteintes pour nous assez facilement parce qu'on est beaucoup assuré par les découvertes de la science du plasma divulguées par M. Kesh, parce qu'on n'a plus peur de... Ça fait longtemps qu'on n'a plus peur du corona et on n'a plus peur vraiment de voyager dans l'espace, bien qu'on n'a pas encore réussi à le faire. Mais ça prend plus que ça. Ça prend que notre esprit, notre mental est dans un état de réceptivité active. Ça, c'est un peu un amalgame de mots comme une écoute active. Écouter écouter, c'est une réceptivité. Vous laissez rentrer les informations de quelqu'un d'autre à l'intérieur de vous. Ça, c'est écouter. Une écoute active, vous pouvez écouter, ça rentre dans l'un oreille et ça ne sort pas l'autre. Ça, c'est une écoute non active ou une réceptivité non active, passive. Vous juste consommez, c'est ça. Mais une réceptivité active, c'est mon attention est à 100% avec ce que je consomme, avec ce qui rentre en moi en ce moment. Je vous ai mis l'image d'un chat qui dort, fait une sieste. Quand vous avez un chat à la maison, vous connaissez ça. Le corps est complètement détendu.
tout molle. Vous voyez quand même que les oreilles sont dirigées. Vous faites un son et l'oreille va se tourner dans votre direction. C'est-à-dire, ce chat est à 100% relaxé et à 100% présent. Parce que le moindre truc, elle est sur les quatre pattes et prête à agir. Tout de suite, aucun décalage horaire. Hein? C'est ce mélange en anglais, on appelle ça awareness, une conscience aiguë, un éveil. Vous êtes tout éveillé et réceptif. Vous n'avez rien sur l'agenda. Donc, votre corps physique est détendu. La méditation, la pratique guidée vous amène à ça. Vous pouvez faire la vôtre comme vous voulez. Si vous avez déjà expérience en méditation, vous savez exactement de quoi je parle. Le corps émotionnel, pareil. Quand il doit être neutre ou un peu joyeux, mais pas excité. Et le corps énergétique, tous les flux énergétiques qui nous parcourent doivent aussi être équilibrés. C'est-à-dire, dans les paroles de la science du plasma, on va dire, d'abord, on crée avec notre corps physique et avec l'âme de notre forme physique, le mental, on crée un positionnement dans lequel nous sommes très réceptifs, 100% réceptifs, nous ne voulons rien, nous sommes 100% réceptifs et alertes, éveillés au même moment. Deuxième étape. Là, vous pouvez fermer les yeux ou pas. Vous savez tous où est votre âme. Pour ceux qui sont nouveaux, je vais le dire. Vous faites une ligne entre les deux oreilles. Vous faites une ligne du troisième œil, c'est-à-dire la racine du nez et la tête en arrière, où ces deux lignes se croisent, c'est le siège de votre âme. En autre mot, le canal nasal, il va vers en haut, juste où il courbe dans votre gorge, vers en bas, où est cette courbe-là? Derrière est le siège de l'âme. Et maintenant, dans cette deuxième étape, vous ressentez votre âme et vous la visualisez comme une lumière claire dorée. Et ça, quand vous faites ça, ça peut être génial comme expérience. Moi, j'adore ça. Je ne peux pas vous dire, ou c'est difficile de décrire qu'est-ce que je ressens, mais c'est en fait un état de réceptivité éveillée. Oui, ça va le plus proche à comment je me sens. C'est juste en deçà de excité. Je ne suis pas excité, mais je suis très prêt. Ensuite, troisième phase, vous êtes assis dans une pièce. Là, vous visualisez cette lumière claire dorée qui est votre âme, qu'elle prend lentement l'expansion. Donc, elle va prendre tout le volume de votre tête. Après, elle prend le volume de votre corps. Et là, à ce moment-là, elle est comme un aura autour de votre corps. Après, elle grandit. Elle comprend la chaise sur laquelle vous êtes assis. Après, elle prend expansion jusque les 6 murs, les 4 murs et le plafond et le plancher de la pièce où vous êtes. Donc, toute la pièce est à l'intérieur de cette lumière de votre âme, dans votre imagination. OK? Ensuite, vous faites une seule impulsion. C'est comme un flash ou un pulse d'énergie qui sort de votre âme et qui
qui se dirige vers tout et chaque élément qui se trouve dans cette pièce-là. Donc, dans une seule impulsion, vous établissez une interaction avec chaque élément qui est dans la pièce. Votre corps, le siège, la table s'il y a, l'armoire, tout ce qui est dans l'armoire, tous les détails, tapis, lampe, volets, fenêtres, tout ce qui est dans la pièce. Et là, c'est mieux de fermer les yeux probablement pour cette phase d'exercice. Et vous, juste soyez ouvert de quoi vous avez un feedback, c'est-à-dire de quel élément de la pièce vous êtes conscient. Au début, ça peut être peu. Au début, ça peut être qu'il n'y a pas d'information en particulier qui est émise vers vous par les éléments. C'est juste l'existence qui est là. C'est pas grave, c'est bon. Ça commence comme ça. Vous répétez et vous répétez et vous répétez et vous allez arriver à, avec une seule impulsion, de capter tout ce qui est dans la pièce, d'être en relation avec tout ce qui est dans la pièce. Et ça, au fond, c'est une interaction qui va toujours dans les deux sens. Comme par exemple, si vous voyez, vous avez besoin d'acheter un autre ordinateur, vous allez dans un magasin, vous voyez un ordinateur. Quand vous avez un peu maîtrisé ça, vous regardez, vous mettez dans cet état de contrôle de réalité qui est la réceptivité active. Vous regardez l'ordinateur, il va vous dire, il fonctionne comment, est-ce qu'il va fonctionner longtemps, est-ce qu'il est vraiment bon pour ce que vous voulez faire, et toutes ces choses-là que le vendeur ne peut même pas vous dire. Même, ça peut être que l'ordinateur va vous dire, vous allez avoir du plaisir ou les difficultés plutôt avec lui. Donc, à ce moment-là, ça, c'est pas loin. Ça va être assez rapide que nous tous pouvons utiliser cette structuration de notre mental pour enlever une grande partie de doute ou de confusion dans notre vie parce qu'on regarde une chose, on sait déjà ça vaut la peine ou pas. Ça peut aussi aller dans l'harmonisation, c'est-à-dire quand je regarde les choses autour de moi et j'ai pris soin d'installer cette chambre-là, donc elle me nourrit avec sa qualité de harmonie. Et moi, parce que ça va dans les deux sens, j'augmente leur harmonie et leur normalisation au même temps. Un autre exemple, vous allez jouer au billard. Et avant, vous mettez avec le triangle toutes les boules. Vous prenez la boule blanche et vous la shootez et vous regardez toutes les boules au même temps. Et je crois là, on peut avoir des surprises. Si vous aimez jouer au billard, faites-le. Parce que là, je pense, ça peut déjà être que quand vous avez toutes les boules en mouvement dans votre conscience, vous allez aussi influencer les boules. Hein? Et ça va faire que vous n'avez peut-être pas à faire deux coups. Ensuite, vous pouvez aussi modifier le même exercice dans un mode plus zen, c'est-à-dire général pour toute notre vie quotidienne.
comme les zen, ils ont... Ah non, j'ai perdu la photo. Il y avait une photo avec des chaussures qui étaient placées d'une façon très ordonnée. Et ça, c'est le zen. Quand on va dans un hall de méditation, il faut enlever les chaussures. Et s'il y a peut-être 2000, 1500 à 2000 autres personnes qui vont en même temps, le rack pour les chaussures est très grand et vous voulez retrouver tout de suite vos chaussures après la séance. Donc, vous fixez dans votre mental cette interaction avec vos chaussures et vous sortez du Buddha Hall et vous dirigez tout naturellement sans même penser à vos propres chaussures. Donc, dans ce contexte, l'exercice sera de surveiller nos pensées, de surveiller nos mots et de surveiller nos actes. Ça, c'est aussi les 5 Toltecs. C'est aussi ce que M. Kesh dit, penser correctement, utiliser les mots correctement et faire des actions correctes. C'est ça les conditions pour être à l'intérieur du principe universel, mais c'est aussi un très bon exercice d'être éveillé tout le temps. Et Grégory, il décrit ça très poétiquement. Emplissez l'espace tel les créateurs que vous êtes. Et ça me parlait parce que M. Kesh a presque utilisé les mêmes mots. Il dit ça d'une façon négative plutôt. Il dit vous oubliez ou you don't understand ou vous savez pas que vous êtes les créateurs, donc vous prenez pas la place qui vous est due par vous. Hein? Parce que quand on est créateur, on est avec notre présence partout au même moment. Et c'est un voyage de faire ça, c'est un voyage autogratifiant. Parce que chaque petit pas qu'on fait nous rend tellement contents qu'on a beaucoup envie de faire un autre pas. Et c'est une bonne idée probablement de faire ça un exercice secret. Pourquoi? Parce que si vous en parlez à d'autres personnes, vous êtes fragile au début des jugements de ces autres personnes. Pour vous protéger vous-même de ça, n'en parlez pas. Ce n'est pas intéressant de le dire non plus parce qu'à un moment donné, vous êtes dans un restaurant avec des amis et vous dites, vous parlez tout le temps ou pas, et le serviteur arrive et demande qu'est-ce que vous voulez commander. Il y a un menu sur la table, sans même regarder le menu, vous faites le doigt ça. Parce que vous avez ça dans votre conscience et votre doigt pointe exactement ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de regarder. Ou vous dites, il dit, vous êtes dans un groupe et on dit, faudrait se dépêcher parce que le dernier bateau quitte. Et vous regardez, non, ça va bien. On va l'avoir, le bateau nous attend. Personne ne va comprendre comment vous savez ça. Voilà, vous savez comment. Et la dernière chose, ça c'est un symbole que j'ai trouvé pour se rappeler. Parce que ce n'est pas une capacité, ce genre de clairvoyance ou ce genre de voix avec les yeux du Créateur, ce n'est pas une nouvelle capacité qu'il faut apprendre.
on connaît déjà ça parce qu'on est les créateurs qui ont tous créé, même la chaise sur laquelle je suis assis. Je l'ai co-créée avec le créateur, sauf j'ai tout oublié. Et le chemin de se rappeler de quelque chose n'est pas le même chemin que d'apprendre une nouvelle chose. Apprendre une nouvelle chose, nous sommes tentés d'investir la volonté et de nous acharner et de toutes ces choses qui sont efforts négatifs, pendant que si on veut se rappeler l'état de l'esprit propice à ça, c'est la détente active, la relaxation active. Oui? Voilà. Donc, j'ai déjà comblé toutes mes multiplications pour aujourd'hui, mes amis. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre énergie gravitationnelle qui m'a permis de facilement sortir ce que je devrais sortir pour vous et pour nous et pour l'avancement de toute l'humanité, surtout l'humanité francophone. Alors, merci encore et je vous laisse le microphone si vous avez des questions ou des commentaires. Merci, Aviram. Plaisir. Merci beaucoup, Aviram. Merci. Merci, Aviram. Merci, Aviram. Mais pour ta gouverne, en France, c'est exactement pareil. Dans les magasins, il y a des flèches et il faut les respecter. Ah, ouais, c'est ça. C'est la misère de partout. Et l'ambiance, c'est pas terrible. Faire attention aux choses interdites. Hein. C'est exactement ce que je prends. Ah oui. Je reviens sur le CO2 que j'ai vu tout à l'heure avec le Roundup. Nous, on fait beaucoup d'expériences avec les agriculteurs ici, avec Monsanto et surtout le glyphosate. Et le Roundup et le glyphosate, ils sont mis à mal. Tu as raison de parler de ça, David Aviram, parce que le CO2, eh bien, ça casse la structure chimique de toutes ces saloperies-là par les champs magnétiques. Oui. Et c'est extraordinaire. Oui, c'est vraiment phénoménal. Avant, j'ai appris ça, j'ai cru, Monsieur Kesh, mais au fond de moi, j'ai pensé, waouh, ouais, mais juste les champs de plasma. Mais là, j'ai vraiment expérimenté. C'était juste les champs de plasma parce que la bouteille où j'ai eu le glyphosate, il n'est plus efficace. Toute la bouteille, C'est ça. C'est les champs qui font ça. C'est incroyable. Oui, c'est formidable. Ah ouais. J'ai une petite question à vous poser. Je dois m'occuper d'une personne qui a environ 35 ans, qui est électrosensible au maximum, qui vit apparemment reculée d'une cabane en terre que des amis ont fait et tout, et elle ne peut plus vivre sur la planète, quoi. Et je voulais essayer de l'aider. Alors, je pensais faire des 8 de l'infini pour qu'elle les teste. Oui. Et je pensais également faire des boules de plasma liquide qui tournent avec le vent, quoi. Et pour voir si ça pouvait la protéger, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans, si quelqu'un a une idée. Un mélange ou... Oui, mélange selon votre intuition. Électrosensible, c'est beaucoup avec le côté émotif. Les aidez-nous, hein, je pense. Oui, c'est ça. Psychosomatique, donc je mettrais beaucoup de zinc oxyde. D'ailleurs, on peut, quand on fait les 8, on les fait nanoplaquer. Et on peut après le nanoplaquage, on peut les mettre dans un bain de Gans. C'est ça, oui. Hein?
pas épais, comme pas badigeonné, que tout est blanc après, mais juste mettre dans le plasma liquide avec des particules de GANS que vous trompez ça et les particules sont tellement petites, ils vont se mettre entre les particules de nanoplaques qui sont nanoplaquées et noires. Et après, on a fait du quartz codé. Le quartz se prête facilement à être codé avec une antenne, avec un pendule ou juste avec notre intention. Et on peut le coder pour qu'il aide la personne avec son électrosensibilité. Et ce quartz, on peut mettre des petits tas, quelques graines dans les deux hémisphères de 8 avant de les fermer dans du tape pour les protéger. Alors ça, j'ai fait et les expériences que je faisais ça avec les électrosensibles étaient très positives. Ok, merci, je vais essayer. Et les 8, on les emballe dans une petite pochette plastique pour pas qu'on puisse les toucher. Oui, c'est ce que je fais, moi. Ouais. Tu la scelles et puis c'est fini après. Il faudrait peut-être en mettre quelques-uns autour de sa cabane ou autour d'elle. Enfin, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Vira, mais moi je fais des comme pour un grave. Oui, et je les un peu plus mets. long peut-être, et puis tu fais ton Oui, lit. oui, on peut faire ça. Moi, je fais les 8 juste avec des fils multibrins nanoplaqués. Après, nous, on a des compteurs communicants. Alors, je les mets autour du compteur, 4 comme une formation étoile. Et on peut aussi les mettre dans la fenêtre. Si la personne a une antenne de cellulaire qu'elle voit depuis sa fenêtre, c'est une bonne idée de mettre un 8 dans la fenêtre. On peut essayer tout. Et le nombre de multibrins, il a une importance ou pas forcément? Non, pas important. Pas d'importance. Non, j'ai pris, je crois, 18. AWG 18. C'est assez mince, facile à manipuler parce qu'on ne veut pas faire des 8 énormes là. Pour le cellulaire, on peut aussi les mettre collés en arrière du cellulaire. Là, je fais des 8 qui sont peut-être 1 centimètre de long et je prends le multibrin, je les fais en moitié pour que c'est facile à manipuler. Je fais des tout petits 8 pour les cellulaires, des plus grands pour le Wi-Fi et le micro-ondes, si les gens ont ça. C'est pas la taille qui importe, en fait, finalement, c'est notre intention qui importe et comment on l'a fait. Il faut qu'il soit bien nano-coté, ça c'est important, c'est à cause du carbone, du graphène. Oui. C'est ça. Voilà. Et le fait que les brins se croisent, ça nanocote bien quand même. Oui, oui. J'avais pensé, moi, faire des cercles nano-cotés et après les vriller pour faire le 8. Ouais, tu risques de casser quitte à renano-coter après, au cas où. Ouais, bon. Je sais pas. Non, Pardon. Une fois nanocoté, selon M. Kesh, c'est bon. Même si vous avez des endroits quand vous faites une boucle et vous la pliez en 8 et après vous nanoplaquez, le croisement souvent ne se touche pas complètement. Donc, et même s'il y a des endroits qui ne sont théoriquement ou pratiquement pas nanoplaqués, avec le temps, ça se répare tout seul. Ça se nanocote, oui. Ouais. Ok, ben merci pour vos infos. Il ne reste plus qu'à. Merci.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, mais on va clôturer la séance, si vous voulez bien. Et je pense qu'on aura des nouvelles de Sylviane la semaine prochaine. Donc, ça va être quelque chose aussi. Hein. Oui. En tout cas, merci Viram pour ton travail encore une fois. Comme je dis, c'est un sacré boulot. Bonne collaboration, Joël. Bon, tu pourras m'envoyer le fichier ou à Jean-Sébastien, tu verras. Hein. On verra ça pour le week-end prochain. All right. Bonne soirée, merci. Merci, bonne Bonsoir nuit. tout le monde, merci. Bonne nuit, merci. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde, à bientôt. Salut Franck.